Bonjour à tous et bienvenue sur le point stade, le point où on redécouvre le monde de la data. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment, à partir de zéro, vous pouvez apprendre n'importe quel métier grâce à l'intelligence artificielle. Comment vous pouvez monter en compétence de façon autonome sur un sujet spécifique que vous ne maîtrisez pas forcément grâce à l'intelligence artificielle. Bien sûr, ici, on parle de data, on parle de statistiques, on parle de data science. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que ChatGPT peut vous aider à débuter en data science en 2023. Donc, je vous laisse avec le générique et on en reparle juste après. Comment débuter en data science en 2023 grâce à ChatGPT? Bon, avant de commencer, pour ceux qui ne le savent pas, franchement, ChatGPT, c'est clairement la révolution de 2022 pour moi. Franchement, c'est l'outil qui va complètement changer notre façon de travailler. En tout cas, moi, au quotidien, je l'utilise et je vois clairement le gain de temps que j'ai en l'utilisant. On en reparlera d'ailleurs durant la vidéo. En fait, ChatGPT, c'est un outil d'IA qui a été publié en décembre dernier par OpenAI. Et en seulement 5 jours, je dis bien 5 jours, ChatGPT a eu 1 million d'utilisateurs. Donc, 1 million d'utilisateurs à travers le monde après 5 jours. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est puissant. Parce que si on prend par exemple des plateformes comme Netflix, Netflix en 3 ans et demi a eu 1 million d'utilisateurs. Il a fallu 3 ans et demi à Netflix pour avoir 1 million d'utilisateurs. Si on prend des plateformes comme Airbnb, il a fallu 2 ans et demi à Airbnb pour avoir le million d'utilisateurs. Twitter, 2 ans pour pouvoir avoir le million d'utilisateurs. Facebook, 10 mois pour pouvoir avoir le million d'utilisateurs. Mais ChatGPT, en 5 jours, 1 million de personnes à travers le monde utilisaient la plateforme. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est puissant. Franchement, pour moi, c'est l'outil qui va changer notre façon de travailler. On le verra. Je pense que la meilleure personne qui est capable de répondre, bien, le meilleur outil qui est capable de répondre, c'est quoi? ChatGPT. Je pense que c'est ChatGPT lui-même. Donc, on va demander directement sur mon PC. Regardez, on va aller sur mon PC. On va demander directement à ChatGPT, qu'est-ce que... Je vais vous mettre le lien, en fait, pour pouvoir accéder. En fait, normalement, il y a un lien, c'est chat.openai.com. Vous devez avoir un compte, vous connecter pour pouvoir l'utiliser. Je mettrai le lien en description. OK? Il a répondu. ChatGPT est un modèle de langage développé par OpenAI. Il est formé sur un grand corpus de textes en ligne et peut générer des réponses à des questions, générer du texte et accomplir d'autres tâches liées au traitement du langage. Je vais vous dire plus simplement, en fait, il faut voir ChatGPT comme étant votre assistant personnel qui peut répondre à toutes vos questions. Dans plusieurs, pas toutes quand même, mais dans la plupart des domaines, il a réponse aux questions. Il répond comme un être humain. Franchement, j'étais ébloui. Comme un être humain, il répond aux questions. Pour vous donner un autre exemple, aujourd'hui, lorsque vous avez une question précise, peu importe le secteur, peu importe le sujet, ce que vous faites, c'est que vous allez sur un moteur de recherche, vous écrivez en fait votre question. Ensuite, le moteur de recherche vous fait apparaître les pages les plus pertinentes en fonction de votre problématique. Vous faites l'exercice de lire plusieurs pages, de comprendre chaque article et ensuite de faire une synthèse. Et ça, en général, ça prend du temps quand même. Mais ChatGPT, en quelques secondes, vous lui faites la demande, il va faire analyser plusieurs sources de données et vous donner le résumé. Donc, le résumé que vous faisiez avant, c'est pas moi, 1 jour, 2 jours, 30 minutes, ça dépend du sujet, bien sûr. C'est ça, en fait, ChatGPT. Il vous donne des réponses précises aux questions que vous avez de façon très rapide. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil-là pour pouvoir monter en compétence sur n'importe quel sujet? On va prendre ici, on veut être data scientist en 2023. Je pense que c'est votre objectif. On veut se perfectionner dans la data science. Comment est-ce que ChatGPT peut nous aider? Bon, ici, je vais supposer que moi, je n'ai pas de diplôme d'ingénieur. Je n'ai jamais fait de statistiques. Je vais commencer à zéro. Donc, lorsqu'on commence une discipline de zéro, la première question qu'on se pose en général, c'est de savoir quelles sont les compétences qu'on doit développer pour pouvoir avoir le métier qu'on souhaite. Donc, quelles sont les compétences qu'on doit développer pour pouvoir être data scientist? Je vais demander à ChatGPT, on verra ce qu'il me dira. Allons-y. Quelles sont les compétences nécessaires pour être data scientist en 2023. Bon, je précise 2023 juste pour qu'il me donne quelque chose de plus à jour. Mais pour être data scientist, on a déjà la réponse, vous voyez à quel point c'est rapide. Pour être data scientist en 2023, il est généralement recommandé d'avoir des compétences en mathématiques statistiques. Je suis contente qu'il ait mis les stats en premier parce que franchement, c'est la base du métier de data science. Connaissances en programmation.
avec des compétences en Python et en R, ce sont les deux logiciels les plus utilisés aujourd'hui et les plus recherchés. Je vous recommande de vous former dans ces logiciels-là. Compétences en intelligence artificielle et en apprentissage automatique, ça c'est super important. Connaître les réseaux de neurones, les arbres de décision, les algorithmes de clustering, les régressions, les classifications. Connaissance en base de données, ça c'est super important parce que lorsque on travaille en tant que data scientist, on a besoin de travailler sur des bases de données. Capacité à travailler sur des outils de découverte de données tels que Hadoop, Spark, SQL, ok. Compétences en communication. Franchement, ChatGPT, il donne des compétences techniques. Il vous dit même que pour être data scientist, vous devez savoir communiquer. C'est d'ailleurs ce que je dis tout le temps sur cette chaîne. Le data scientist doit être capable de communiquer à des personnes expertes. Également, il est même mentionné ici. Et en des parties prenantes non techniques, c'est très important. Flexibilité et capacité à apprendre de nouveaux outils et technologies rapidement. Point très pertinent. Si vous vous rappelez bien la vidéo que j'ai fait avec Kevin la dernière fois, ça s'affiche d'ailleurs quelque part là. Kevin insistait sur le fait que la data science, c'est comme du sport en fait. On doit apprendre tous les jours parce qu'il y a de la nouveauté et ChatGPT confirme cela. Il faut être flexible, il faut être capable d'apprendre de nouveaux sujets. N'hésitez pas à regarder l'interview que j'ai eue avec Kevin si ça vous intéresse. Avoir un esprit d'équipe, très important. Lorsqu'on est data scientist, on ne travaille jamais tout seul. On travaille toujours en collaboration avec d'autres métiers. Il a des ingénieurs, des producteurs et d'autres professionnels. Et à la fin, il prend quand même un peu de recul et il dit, il est important de noter que les exigences peuvent varier en fonction du secteur et du poste. Mais les compétences ci-dessous sont considérées comme des standards pour la plupart des rôles de data scientist. Wow. Vous voyez, il est même capable de prendre du recul comme un être humain parce que, et effectivement, les compétences en tant que data scientist varient d'un secteur à l'autre. Si vous travaillez par exemple comme moi en gestion des risques de crédit, c'est pas la même chose que si vous travaillez, c'est pas moi trop, en marketing, ou bien si vous travaillez dans la télécommunication, ou bien si vous travaillez en santé. Il n'y a pas vraiment, en biostatistique, c'est pas vraiment les mêmes notions. Je vais quand même voir s'il est conscient de ça. Je vais lui demander quelles sont les compétences supplémentaires que je dois développer si je veux travailler en tant que modélisateur, analyste quantitatif ou bien modélisateur de risque de crédit comme moi. Ok. Quelles compétences peux-tu ajouter si je veux travailler dans la gestion du risque de crédit? Bon, je vais mettre quantitatif, j'ai dit n'importe quoi, franchement. Quantitatif, ok. Du coup, je vais voir s'il est capable de me proposer, en plus des compétences data science, ce que je dois développer, parce que dans ce secteur à l'autre, ça change. Qu'est-ce que je dois développer pour être modérateur de crédit? Ok, qu'est-ce qu'il dit? Premier point, compétence, connaissance en finance, c'est évident. Si vous voulez travailler dans le monde financier, il faut que vous connaissiez un peu la finance. Connaissance en économétrie, pour comprendre les modèles économiques et appliquer. Oui, on utilise aussi l'économie. Connaissance en modélisation financière, oui, en fonction du poste, ça fait, y compris la modélisation de la défaillance. Ouais, ça c'est très important. Connaissance de la réglementation, notamment les normes BAL. Franchement, je suis impressionnée. Effectivement, dans le risque de crédit, les compétences réglementaires sont j'allais dire un nice to have, mais un must have. Vous devez connaître les normes baloises, vous devez connaître les normes IFRS 9. Connaissance des systèmes de notation de crédit, oui. Capacité à travailler avec les données financières et économiques, bien sûr, il faut comprendre les bilans financiers. Capacité à communiquer clairement, c'est un peu ce qu'il a dit dans la partie de data science, parce que lorsqu'on est modélisateur de risque de crédit, on travaille souvent avec les métiers. Avec les métiers, on travaille avec l'IT, on travaille avec le senior manager, donc c'est très important. Esprit critique, ouais. En fait, moi, je suis assez impressionnée parce qu'il a donné la plupart des compétences nécessaires pour être modélisateur de risque de crédit. Moi, je vais un peu m'amuser, je vais lui demander si je veux travailler dans le marketing. Supposons que je vais transitionner, je vais travailler dans le marketing. Ok. Quelles compétences peux-tu rajouter si je dois travailler en tant que data scientist dans le marketing? Ok. Moi, parce que je veux voir ce qu'il va me dire. Je veux travailler de marketing. Le risque de crédit, c'est bon, réglementation, analyse financière et tout. Mais maintenant, je veux travailler de marketing. Qu'est-ce que tu vas me dire en plus de ça? Connaissance en marketing, compréhension des concepts de segmentation clientèle, fidélisation, ROI, ça c'est super important. Ceux qui ont fait le marketing, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Capacité en analyse de données transactionnelles pour comprendre les habitudes d'achat. Connaissance des outils de marketing, automation et de leur utilisation pour développer et automatiser des campagnes marketing. Connaissance des plateformes de publicité en ligne telles que Google,
Ads, Facebook Ads et autres. Compétences en analyse des données des médias sociaux pour mesurer l'impact des campagnes marketing. Je crois qu'il y a des trucs comme l'A/B testing également que vous devez maîtriser lorsque vous travaillez en marketing notamment. Compétences en visualisation des données pour créer des tableaux de bord, capacité à travailler en collaboration avec les équipes marketing. Ceux qui ont fait marketing, dites-moi en commentaire si ChatGPT a donné les points pertinents. Mais globalement, c'est ça en fait l'idée. Vous voulez apprendre vos métiers, vous lui demandez les compétences, ok, il vous a donné les compétences. C'est bien beau. Mais lorsqu'on veut apprendre efficacement, par exemple à l'école, on a un programme qu'on suit, première année je vais faire ceci, deuxième année je vais faire ceci, troisième année ce sera ça. Je veux qu'il me fasse également, comme je suis autonome, je suis autodidacte, je veux qu'il me fasse ma roadmap que je vais suivre sur un an. On va supposer que je vais me former en data science sur un an. Je vais lui demander de me faire une roadmap. Allons-y. Peux-tu me proposer une roadmap sur un an pour devenir data scientist? Donc moi, je vais devenir data scientist en un an. Je n'ai pas de background. Bon, bien sûr, vous pouvez être plus précise dans vos demandes en disant, par exemple, j'ai un background de mathématicien, j'ai un background de statisticien, d'informaticien, j'ai un background de chimiste, d'électronicien, de n'importe quoi. Il va adapter cela en fonction de vos besoins. Ah là, il m'a pas proposé une roadmap. Peux-tu me donner une roadmap? Détaillé à suivre pour me former en data science sur un an. Voilà. Je vais par exemple lui dire de me faire... parce que là, il m'a pas donné ce que je voulais. Bah, c'est bizarre ça. Ok, il me donne pas les périodes. Bon, je vais dire... Donne-moi un programme. Un programme mensuel à suivre pour devenir data scientist. Pardon. Sur un an. Voilà. Je veux qu'il me donne un programme mensuel. Ok, super. Tu comprends? Voilà. Enfin. Moi, 1 à 2, comprendre les mathématiques de base ou la science des données, suivre des cours en ligne ou des livres sur les concepts de probabilité, statistiques descriptives, influencées, agents linéaires. Moi, 3 à 4, apprendre à programmer en Python. Moi, je lui ai dit mensuel. Il m'a donné un bimensuel, mais bon. Non, pardon, il m'a donné un programme sur 2 mois. Suivre des cours en ligne pour apprendre des concepts, ok. Comprendre, moi, 5 à 6, comprendre les concepts de base de la data science, apprendre les concepts de la gestion des bases de données, de la préparation des données, de l'analyse des données, de la visualisation. Moi, 7 à 8, apprendre les techniques d'analyse des données, apprendre les techniques d'analyse des données telles que la régression, l'analyse des composantes principales, l'ACP et tout, la classification. Moi, 9 à 10, apprendre les techniques de machine learning. Moi, 11 à 12, appliquer ces compétences sur des projets. Ok, il m'a donné une roadmap, mais personnellement, je trouve que personne ne peut, on ne comprend rien à cette roadmap, du moins. Comment est-ce que tu peux appliquer ça? Tu es tout seul, tu veux apprendre, tu n'as même pas de cours, tu n'as même pas de projet. Parce qu'en tant que data scientist, on doit quand même faire des projets. Je lui demande d'améliorer cette roadmap en m'ajoutant déjà premièrement, j'ai dit un plan mensuel, donc ce que je dois faire chaque mois. Deuxième point, il doit me rajouter le lien vers les cours. Il m'a dit les cours en ligne. Je suis autodidacte, je ne sais pas quel cours je dois lire, donc il me propose des cours. Il m'a parlé de livres, je veux également qu'il me rajoute des livres, donc je lui ai dit, peux-tu me donner le programme par mois, ajouter les liens vers les cours pertinents, parce qu'il veut qu'il me donne les cours, et également des livres à lire. Donc, il doit me donner les livres, parce que là, c'est assez particulier, ça. Ok. Voici un programme mensuel détaillé pour devenir data scientist sur un an, avec des liens vers des ressources en ligne et des livres recommandés. Super. Là, maintenant, bah, ChatGPT, là, tu déconnes quand même. Mathématiques pour la data science, il m'a donné le cours. Ça, c'est bien, il m'a donné le cours vers Coursera. Il m'a donné un autre cours de mathématiques sur Khan Academic. Ce sont des plateformes qui sont généralement très utilisées lorsqu'on veut se former. En termes de livre, Introduction to Statistical Learning, c'est un livre que je recommande. Il est très bien écrit. Pattern Recognition and Machine Learning, ok. Apprendre à programmer en R, en Python. Il me donne des cours que je dois suivre pour pouvoir apprendre R ou Python. Là, il m'a donné Python, mais par contre, il m'a pas donné R, quoique. Ouais, il m'a pas donné R, c'est étrange. Mais bon, vous pouvez lui demander en fait de préciser. En termes de livres, il m'a donné 2 livres à recommander. Bon, je laisse pas tester.
Comprendre les concepts de la base de données. Data Science Fundamentals, il me donne le cours. Introduction à Data Science avec R, ça c'est super, il me donne le cours. Analyse de données avec Python, il me donne le cours que je dois. Vous voyez, en fait, peu importe le domaine que vous voulez embrasser, que vous voulez, sur lequel vous voulez travailler, vous lui demandez en fait de préciser à chaque fois ce dont vous avez besoin. Bien sûr, il faut d'abord comprendre comment est-ce qu'on doit mettre en place une roadmap pour qu'il puisse. Je pense que il a quand même besoin d'être très bien guidé pour pouvoir donner des réponses pertinentes. Là, on attend qu'il finisse. Il a déjà avec les cours. Et ce que je trouve aussi qu'il manque, c'est que, bon, il s'est arrêté. Peux-tu continuer? Je lui demande de continuer sa proposition. Il a arrêté. Ah, bien sûr, je continue. Parce qu'il s'est arrêté en cours de route. Bon, là, il ne m'a pas proposé le livre. Je pense qu'il y a encore des bugs sur lesquels il travaille, mais apprendre l'algorithme de machine learning, il a donné le cours. Technique il donne Coursera, Datacam, franchement, ce sont les plateformes qui sont souvent recommandées. Ça, c'est une question que moi, j'ai souvent le plus. Natacha, quels sont les livres que tu me recommandes? Quels sont les cours? Voilà, par exemple, Hand-on Machine Learning, ça, c'est un livre que moi, je recommande beaucoup, qui est très clair. Pratiquez ce que vous avez appris. Participez à des compétitions en ligne. Il me donne même le lien avec Kaggle. Ça, c'est super important lorsqu'on apprend les notions théoriques. On doit également pratiquer. Donc maintenant, ce plan n'est pas vraiment mentionné, moi je trouve, mais bon, je ne veux pas aller repousser, je ne veux pas continuer danser. Je trouve que ce qu'il manque, c'est qu'il m'a dit, ok, tu dois faire des projets, mais quel projet je dois faire? Et moi, je veux bien qu'il alterne théorie et pratique à chaque fois. Ce n'est pas précis. Peux-tu adapter le programme en ajoutant des projets pratiques à chaque étape? Le fait qu'à chaque étape, parce que là, il m'a dit, ok, mais il trouve que mettre la pratique à la fin, il faut bien qu'on pratique de façon continue. Donc, je veux bien qu'à chaque étape, il me rajoute des projets que je peux utiliser. Ça, on dirait qu'il a changé ça. Programming for everybody, je vais voir. Est-ce qu'il a changé? Programming for everybody. Non, on dirait que ça. Ah oui, apprendre à coder en Python. Peut-être qu'il a mis en anglais plutôt. Ok, on verra bien. Ok, il a mis, ok, super, il m'a mis la pratique, ce que je recherchais. Pour créer un programme en Python, moi, 1 à 2, il a mis, ah ok, il a inversé, apprendre les bases de la programmation et mathématiques, je comprends mieux. Il m'a donné créer un programme en Python qui analyse, super, vous voyez. Si vous voulez vous former, il vous donne le projet, créer un programme en Python qui analyse un jeu de données simple, comme des données météo. Bon, la question commence à se poser, quelles données? Je vais lui demander en fait de me donner en plus de données, ça c'est sûr. Projet pratique, créer un modèle de régression simple pour prédire le prix des biens immobiliers en utilisant les données publiques. Bon, apprendre les bases de statistiques. Mais tout ça, ChatGPT, tu es sûr que c'est complet pour la statistique? Parce que la statistique, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc, c'est pour ça que c'est pertinent, mais il faut quand même des professionnels. Parce que là, toute la statistique, la partie qu'il a donnée, je ne suis pas sûre que ce soit suffisant. Parce qu'il y a la stat inférentielle, il y a... ok. Utiliser SQL pour inscrire les données sur les tables. Bon, là, c'est pas spécifique non plus. C'est un problème spécifique. Il s'est encore arrêté. Peux-tu continuer? Je lui demande de continuer parce que là, il s'est arrêté en mode. Ouais. Ça, c'est assez vague. Vous voyez, vous pouvez encore demander à ChatGPT, est-ce que tu peux me proposer en fait des projets? Je lui ai demandé de me proposer des projets et même de me donner des bases de données que je peux utiliser parce que lorsqu'on fait un projet, il faut absolument qu'on ait des bases de données. Bien sûr, cours en ligne, visualisation avec Python, super, tableau, livre. Vous avez le livre. Et en général, les livres du moins, quand tel que je vois, les livres qui proposent sont souvent les livres les plus recommandés en la matière. Moi, 9 à 10, apprendre des algorithmes de machine learning et de modèles. Cours en ligne. Coursera machine learning, super. Qu'est-ce qu'il y a? Datacam, super, avec Python. Vous voyez bien que vous avez un planning. Vous pouvez, je pense qu'il peut encore aller plus. Moi, je veux un planning. Je veux pas continuer, mais je voulais bien qu'il me donne un planning mois après mois, ce que j'allais faire. Après, vous pouvez continuer, même semaine après semaine. Donc, vous voyez l'idée, en fait. Moi, je pense que ça peut être un outil pour pouvoir prendre n'importe quel domaine. Construire un modèle de classification pour prédire l'appartenance d'une personne à une catégorie en utilisant des données publiques. Quelles données? Quand je suis débutant, je connais pas les données. Donc, je vais demander de me donner une liste de projets, le lien vers les données, et voilà. Moi, 11 à 12, apprendre à déployer. Ah, je pense qu'il a changé son truc, quoi. Bref, il a changé. Apprendre à déployer, il vous donne les cours. C'est important également de connaître déployer des éléments.
Il donne déployer un modèle de machine learning sur un serveur, service tel que Flash et Heroku, ok. Ce programme mensuel est un guide. D'accord. Bon, ok, il m'a donné le programme mensuel, il m'a donné les ressources, c'est bien, il m'a donné même les projets, mais je trouve que ces projets n'étaient pas très précis. Je vais demander, peux-tu me donner une liste complète de projets ainsi que le lien vers les bases de données à utiliser pour devenir data scientist. Parce que là, il m'a donné en fait des projets, mais en tant que débutante, je ne sais pas où je vais prendre les données. Donc, je veux bien qu'il me donne encore une liste un peu plus approfondie. Premier projet, analyse les tendances des prix de l'immobilier en utilisant les données provenant de silos. Il me donne le lien. Ça, c'est aussi un projet qui est très présent sur Kaggle d'ailleurs. Prédit les résultats sportifs en utilisant les données de matchs de football. Il me donne le lien. Ceux qui demandent souvent où est-ce que je peux trouver les données. Bon, voilà, les liens. Analyser les commentaires des clients pour détecter la tendance et les opinions des consommateurs sur des produits et services. Il me donne le lien. Prédit la demande de produits en utilisant les données historiques des ventes. Il me donne le lien. Détecter la fraude sur les cartes de crédit. Ça, c'est quelque chose qui est très pertinent. Il me donne le lien. Franchement, bon, c'est vrai que les projets ne sont pas complets. Vous pouvez par exemple lui dire de rajouter les projets sur le clustering et autres. Bah, je vais plutôt lui demander, moi, je vais travailler dans la santé maintenant. Je change, je vais plus travailler dans le marketing. Je vais travailler dans la santé. Ok, là, je vois même qu'il me rajoute encore des listes, des liens où je peux trouver des données de façon globale. Vous voyez, ça, c'est très pertinent. Vous utilisez ça, vous pouvez trouver vos données. Et en général, c'est recommandé de ne pas faire seulement les projets publics, parce que tous les projets qu'il a donné là sur les projets publics sur Kaggle, vous pouvez faire des projets qui sont en rapport avec vos propres centres d'intérêt. Je vais demander, peux-tu me proposer des projets si je veux travailler en tant que data scientist dans la santé? En fait, je lui demande ça parce que lorsqu'on veut souvent travailler dans un métier précis, c'est souvent bien d'avoir l'expérience dans ce domaine, en fait. Donc, si je veux travailler dans la santé aujourd'hui, il faut que je force des projets relatifs à la santé pour comprendre les problématiques des acteurs de ce secteur et pouvoir avoir un discours très pertinent durant l'entretien. Vous voyez? Donc, je lui demande de me donner les projets. Il me donne les projets, prédit analyser les données de la mortalité pour comprendre les tendances et les causes des décès dans différentes régions. J'ai le site vers les données, prédit les épidémies en utilisant les données de surveillance de maladies, j'ai le site vers les données, développer un système de détection précoce pour les maladies chroniques en utilisant les données médicales, j'ai le lien, analyser les données de qualité d'air pour comprendre les tendances et impacts en santé publique, prédit les hospitalisations, ça c'était super important durant la période Covid, en utilisant les données de patients et de séjour à l'hôpital, j'ai le lien vers les données. Vous voyez, vous faites ces projets-là. Lorsque vous avez passé votre entretien en santé, vous avez dit, écoutez, moi j'ai l'expérience, j'ai fait ces projets, voici comment ça marchait et autres. Ok, bah du coup, je trouve que c'est bien. Mais, bien sûr, il y a quelques limites, bien sûr, mais bon, je trouve que c'est comme outil d'apprentissage de façon autonome, c'est juste génial. Maintenant, on a fini les projets, on a les données, on a notre roadmap, on connaît exactement dans quel livre on peut trouver l'information, on a tous les cours en ligne, ça c'est bien. Une fois qu'on s'est formé après un an, il faut bien qu'on trouve un travail. Et ChatGPT peut nous aider dans cette recherche-là. Imaginez, je suis professeur de mathématiques. Je veux candidater pour un poste de data scientist chez Google. Je vais dire à ChatGPT de me proposer en fait une lettre de motivation que je vais mettre dans ma candidature. Peux-tu me proposer une lettre de motivation pour candidater à un poste de data scientist chez Google? J'ai 5 ans d'expérience, voilà, j'ai 5 ans d'expérience en tant que professeur en mathématiques, ok. Je suis professeur de mathématiques, je veux avoir un job chez Google, j'ai déjà suivi. Cher recruteur, oh, ChatGPT, qu'est-ce que c'est? Cher recruteur, ok, soit. Je suis très enthousiaste à l'idée de postuler pour le poste de data scientist chez Google. En tant que professeur en mathématiques ayant 5 ans d'expérience, je suis convaincue que mes compétences en analyse de données, en développement de modèles statistiques et en enseignant seraient un atout précieux pour votre équipe.
Au cours de ma carrière en tant que professeur, j'ai eu la chance de développer et d'enseigner des cours sur les mathématiques, la statistique et la science des données. Ah oui, en tant que cours de mathématiques. Cette expérience m'a permis de développer de solides compétences en maths, en analyse de données, en traitement de données massives et en création de modèles statistiques. De plus, j'ai développé une passion pour l'utilisation de la science des données pour résoudre des problèmes complexes, ce qui a conduit à la publication de plusieurs articles sur les applications de mathématiques et de la statistique en sciences de données. En tant que data scientist chez Google, je suis convaincue que je pourrais utiliser mes compétences pour apporter une contribution significative à votre équipe. Je suis passionnée par les défis de la science des données et je suis toujours à la recherche de nouveaux défis. Je suis convaincue que je serai en mesure de travailler en étroite collaboration avec l'équipe pour concevoir, développer et déployer des solutions de pointe en matière de science des données. Je vous remercie pour votre considération et je suis impatiente de discuter avec vous de façon dont je pourrais apporter ma contribution à Google en tant que data scientist. Franchement, elle est plutôt pas mal, cette lettre. C'est vrai que moi, je ne le copierai pas parce qu'il y a certains éléments qui me dérangent. C'est justement ça, en fait. Ça vous donne un premier ébauche. Il y a presque tout dans cette lettre de motivation, en fait. Il y a la carrière en tant que professeur, les compétences qu'il a développées, le fait qu'il soit passionné par la data science, ce qu'il peut réellement apporter à Google. Donc, par contre, je pense que ce qui manque, c'est qu'il n'a pas dit pourquoi est-ce qu'il veut rejoindre Google, par contre, je pense. Donc, vous voyez, vous pouvez le demander, est-ce que tu peux me dire, rajouter un paragraphe? Oui, montre un peu pourquoi Google l'intéresse particulièrement. Ça, c'est un paragraphe qui manque. Donc, vous voyez, vous avez déjà une première ébauche, vous pouvez affiner. Si lui dit par exemple de rajouter cela, il pense qu'il va le faire, mais on ne va pas continuer. Mais l'idée, c'est de vous montrer en fait comment vous pouvez utiliser ChatGPT. Mais surtout, il faut surtout pas copier-coller cette lettre parce que sinon, il n'y a pas de personnalisation. C'est trop un peu cher recruteur. C'est parce que vous utilisez souvent cher recruteur. Moi, je trouve que c'est un peu trop. Bref. Ok. On a la lettre de motivation. Maintenant, il faut aussi l'email. Je vais te demander de me préparer l'email. Peux-tu me proposer l'email pour envoyer ma candidature? Parce que franchement, même écrire l'email, c'est un temps. On va voir s'il me permet de gagner ce temps-là. Objet de candidature pour le poste de data scientist chez Google. Monsieur, madame, là, c'est déjà beaucoup mieux. Je vous écris pour postuler pour le poste de data scientist chez Google en tant que professeur de mathématiques ayant 5 ans d'expérience. Je suis convaincue que mes compétences en analyse de données, en développement de modèles statistiques et en enseignement seraient un atout précieux pour votre équipe. Je suis passionnée par les défis de la science des données et je suis toujours à la recherche de nouveaux défis. Je suis convaincue que je serai en mesure de travailler en étroite collaboration. Ah, je trouve que c'est trop long. Je trouve que c'est quand même un peu long, cette lettre. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est quand même un peu long. Bah, je vais lui dire de réduire. Peux-tu me donner? Écrire une lettre. Il veut mettre 10 lignes maximum. Même 10 lignes, c'est beaucoup. Voilà, bon, 10 lignes, c'est beaucoup. J'ai mis 10 lignes, je vais voir. Est-ce que je n'ai pas compté le nombre de lignes que ça fait, mais je pense que ça fait beaucoup plus. Ok, là, il me propose quelque chose. Est-ce qu'il y aura 10 lignes? 1, 2, 3, 4. Vas-y, ok. Je suis passionnée par la science des données. Je suis convaincue que mes compétences en analyse. Ah, super, bah, c'est beaucoup plus court, ça. Parce que ça donne le temps, ça fait gagner du temps au recruteur. Voilà, c'est mieux. Bon, on peut encore vous pousser, lui demander de réduire davantage. Bon, il vous aide à faire votre motivation. Vous avez le planning, vous avez les compétences, vous avez la roadmap, vous avez les projets, vous avez les livres, vous avez les liens pour les cours. Et aussi, ce qui peut aussi être intéressant, il vous donner une autre façon d'utiliser ChatGPT qui est super important. Imaginez, vous lisez les livres qu'il a suggérés, notamment sur la partie stats inferentielles. Il y a par exemple, vous ne comprenez pas c'est quoi une hypothèse, c'est quoi la fonction de vraisemblance, un truc tout simple. Vous lui dites, écoutez, peux-tu m'expliquer? Peut-être c'est pas la notion la plus difficile, mais peux-tu m'expliquer la fonction de vraisemblance comme si j'étais un enfant de 5 ans. Donc, c'est quoi la vraisemblance en fait? Vous travaillez, vous découvrez. Bon, c'est vrai qu'un prof de mathématiques, normalement, il sera capable de comprendre. Bien sûr, imaginez que nous avons un sac rempli de bonbons et que nous voulons savoir combien de bonbons rouges il y a dedans. Nous pouvons en sortir un et le goûter. Si c'est un bonbon rouge, nous pouvons dire que la probabilité qu'il y ait un bonbon rouge dans le sac est élevée. Si c'est un bonbon vert, la probabilité est faible. La fonction de vraisemblance est comme le goût de chaque bonbon que nous sortons du sac. Elle nous aide à déterminer la probabilité de certaines choses en fonction de nos observations. Franchement, je n'aurais pas pu dire mieux.
c'est comme un indice. J'ai d'ailleurs fait un post LinkedIn sur le sujet. C'est comme un indice pour nous dire si notre idée sur le nombre de bonbons rouges dans le sac est correcte ou non. Je n'aurais pas pu dire mieux, franchement. Vous voyez, par exemple, si on dit aussi, explique-moi les réseaux de neurones comme s'il était un enfant de 5 ans. Je peux aussi lui dire, explique-moi les réseaux de neurones comme s'il était un data scientist professionnel, peut-être pour avoir un jargon beaucoup plus technique. Donc, moi, c'est comme ça. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup cette option parce que parfois, en tant que mentor, j'ai souvent besoin d'expliquer des notions de façon simple à ceux que j'encadre. Et il y a des moments où je n'ai pas d'exemple pertinent. Voilà, l'exemple des moments que la fonction de vraisemblance, c'est un peu comme le coup. Là, je n'aurais jamais imaginé ça, vous voyez. Et du coup, il me permet d'avoir des exemples que je peux partager. C'est une des utilisations courantes que j'ai de ChatGPT pour pouvoir vulgariser certaines notions. Et même quand je ne comprends pas quelque chose qui n'a rien à voir, que je suis en train d'apprendre, bah, je lui demande de m'expliquer ça comme étant un enfant de 5 ans. Il propose quelque chose. Bon, là, je ne vais pas lire la partie réseau de neurones, mais je pense que c'est aussi normalement pertinent. Donc, voilà à peu près. Et aussi, une autre utilisation, si je suis apprenante et que par exemple, je suis étudiante et que je dois apprendre la stat inférentielle, je ne sais pas comment réaliser. Je lui dis, mais peux-tu me proposer un quiz pour apprendre la statistique inférentielle? Imaginez, vous êtes étudiant et vous avez besoin de préparer votre partiel. Parfois, on a besoin de quiz, on n'a pas forcément des épreuves. On demande pour tester notre savoir, on demande à ChatGPT un quiz. Il fait, première question, qu'est-ce que la statistique inférentielle? C'est l'étude de la façon dont les données sont collectées, non. L'étude de la façon de décrire les données. L'étude de la façon dont ça c'est oui. Quel est l'objectif? Bon, de l'inférence statistique, décrire des données, comparer des données, estimer les paramètres de la population. Quel est l'intervalle de confiance? Donc, voilà, en fait, globalement, je vais arrêter là, mais l'idée, c'était de vous dire que ChatGPT est vraiment très... Vous pouvez franchement l'utiliser pour votre apprentissage. En fait, je sais qu'aujourd'hui, on a très peur de cet outil, on a peur que ça détruise l'éducation nationale. Moi, je pense que c'est vrai que si, par exemple, quelqu'un copie cette lettre de motivation sans la modifier, c'est quand même un peu dommage parce qu'on ne développe une autre créativité. Mais par contre, si vous vous inspirez de ça pour pouvoir adapter à votre situation, pour vous donner quelque chose de personnel, là, oui, c'est pertinent. Mais c'est vrai que s'il y a un risque, en fait, par exemple, si je prends juste la création de contenu, si quelqu'un se met à utiliser ChatGPT pour créer du contenu et copie-colle de façon sans modifier sur LinkedIn ou bien sur une autre plateforme, ça se voit que c'est pas personnel, en fait. Il faut quand même qu'on garde notre originalité en prenant du recul. ChatGPT nous permet de gagner du temps, mais il ne faut pas qu'on prenne ça pour argent comptant, en fait. Il y a encore des faiblesses. Vous avez par exemple sur le programme, il y a encore beaucoup de faiblesses. On ne peut pas se fier à ça à 100%. Par exemple, je pense que, par exemple, moi, ce qui manque, c'est à quel point les résultats lorsqu'on fait un modèle statistique, par exemple, il y a toujours la précision. Il ne nous dit pas à quel point les résultats qu'il a donnés sont précis. Il manque un peu quelque chose comme la précision qu'il doit indiquer à chaque réponse. Donc, moi, je pense que c'est plutôt un atome. Il ne faut pas qu'on ait peur, qu'on sache juste bien s'en servir pour de bonnes raisons. Et voilà, c'est clair qu'à l'école, on doit éviter d'utiliser ça pour faire des exposés parce qu'on va perdre un peu en termes de recul, mais l'utiliser pour pouvoir apprendre ses cours, l'utiliser pour pouvoir mieux comprendre une notion qu'un professeur a expliquée, l'utiliser pour pouvoir avoir une première ébauche d'un email qu'on va envoyer. Imaginez, généralement, en entreprise, on doit envoyer des emails tout le temps. L'utiliser pour pouvoir avoir une première ébauche et envoyer ça, ça nous fait gagner un temps énorme. Donc moi, clairement, je pense que ChatGPT ne va pas nous remplacer parce que aucun outil ne peut remplacer l'être humain. Mais c'est plutôt, il y a une phrase que j'aime bien, ceux qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle seront remplacés par ceux qui l'utilisent. Parce que lorsqu'on utilise ChatGPT, on va beaucoup plus vite. Donc pour pouvoir être compétitif, il faut comprendre les règles, comprendre les normes et l'utiliser. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ChatGPT c'est une menace ou bien pour vous c'est un atout. Dites-moi en commentaire. Et surtout, je pense que je vais faire une deuxième partie de cette vidéo parce que là, je vous ai montré l'aspect formation, mais il y a aussi un autre aspect que j'utilise encore, surtout ChatGPT, c'est pour pouvoir débugger les codes. Vous savez, souvent, lorsque vous écrivez un code et à la fin, il y a juste la virgule qui manquait, vous perdez un temps fou pour pouvoir le corriger, alors qu'avec ChatGPT, vous pouvez le corriger. Je ne vous dis pas plus, c'est l'objet de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre de gros pouces bleus synonymes que vous appréciez ce que je fais. Ça me permet d'ailleurs de continuer à faire les vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour aider l'algorithme
YouTube, bien sûr, a recommandé mes vidéos à plus de personnes. Partagez ça autour de vous, à tous ceux qui veulent apprendre la data science, ils ne savent pas comment faire. Ils se posent encore des questions sur les outils, ils peuvent s'inspirer de ça. Partagez autour de vous, commentez, mettez beaucoup de commentaires parce que ça aide l'algorithme. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.